Lyon Kamala est aussi une radicale totale. C'est une folle de gauche radicale qui va détruire notre pays. Elle est radicale, une personne folle. Elle veut des avortements au 8e et 9e mois de grossesse. Ça lui va. Jusqu'à la naissance, et même après la naissance, l'exécution d'un bébé. Parce que ce n'est pas un avortement, c'est l'exécution d'un bébé. Pendant 3 ans et demi, Lyon Kamala Harris a été la force motrice ultralibérale derrière chaque catastrophe de Biden. Elle est une folle de gauche radicale qui détruira notre pays si elle a un jour la chance d'accéder au pouvoir. Nous n'allons pas laisser cela arriver. In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed. It is ours by right. By right. And that includes the freedom to make decisions about one's own body. Not the government telling you what to do. Dans son bureau, entouré de ses soutiens, tous sans masque, Greg Abbott signe ce texte restrictif sur l'avortement. That the life of every unborn child who has a heartbeat will be saved from the ravages of abortion. Cette loi, qui ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, interdit d'avorter après seulement 6 semaines de grossesse. L'organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des IVG, a rapidement dénoncé sur les réseaux sociaux un texte dangereux, cruel et extrême. Avant le Texas, d'autres États du Sud, dont la Louisiane et la Géorgie, avaient voté des lois pour interdire le plus précocement possible les interruptions volontaires de grossesse. Des législations toutes invalidées en justice pour l'instant, car la Cour suprême pourrait opérer un revirement. Lundi, elle a en effet accepté d'examiner le recours du Mississippi qui tente, lui aussi, de durcir sa politique anti-IVG. Or, et c'est l'un des héritages de Donald Trump, la plus haute juridiction américaine a désormais une forte tonalité conservatrice. En examinant le recours du Mississippi, la Cour suprême pourrait par conséquent remettre en cause son arrêt de 1973, arrêt passé à la postérité, qui a reconnu le droit à l'avortement tant que le fœtus n'est pas viable, soit aux alentours de 22 semaines. Un demi-siècle après cette décision historique pour les femmes, les États-Unis restent fortement divisés sur la question de l'IVG, qui constitue un instrument de mobilisation des électeurs conservateurs. C'est la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a annulé la décision Roe v. Wade. Et récemment, la Cour a également pris une nouvelle décision permettant des avortements d'urgence dans l'État de l'Idaho. Monsieur l'ancien président Donald Trump, vous prenez crédit pour la décision d'annulation de Roe v. Wade. En effet. Cependant, le gouvernement fédéral continue de jouer un rôle sur l'accès des femmes aux médicaments permettant l'avortement. Il s'agit là de 2/3 des avortements. En tant que président, est-ce que vous allez interdire ces médicaments? Alors tout d'abord, la Cour suprême vient de valider l'utilisation de la pilule pour avorter. Et non, je ne bloquerai pas l'accès à la pilule de l'avortement. Et bon, quand on regarde le problème, c'est à la fois complexe et pas si complexe que ça. Il y a 40 ans, c'était en fait Roe v. Wade, l'arrêt de la Cour suprême. Et tout le monde, en fait, de tous les côtés, d'ailleurs les leaders religieux également, voulaient qu'on donne à nouveau les pouvoirs aux États. Et donc, j'ai permis à la Cour suprême, en fait, de permettre aux États de pouvoir se prononcer sur les politiques d'avortement. Et donc, il y a quelques années, en fait, on discutait du nombre de semaines, etc. Mais tous les spécialistes, tout le monde voulait, en fait, que ce soit les États qui puissent se prononcer. Et d'ailleurs, l'Idaho, vous l'avez dit, c'est le résultat un peu plus libéral que ce qu'on attendait. La même chose pour le Kansas. Au Texas, c'est différent. En Floride, c'est encore différent. Mais chaque État, en fait, décide de sa politique d'avortement. Cela, en fait, rend le pouvoir au peuple. Roe v. Wade
effectivement, permet des exceptions. Je crois que c'est important, effectivement, de permettre que l'on puisse croire à l'exception, et je crois à l'exception. Je pense effectivement qu'en cas d'inceste et quand la vie de la mère est en jeu, oui, il faut pouvoir prévoir ces situations et faire ce qui est nécessaire. Et puis, par ailleurs, il faut se faire élire. Ça, c'est un autre sujet. En fait, l'avortement à 8 mois, à 9 mois, et même, en fait, après la naissance. Mais c'est fou. Par exemple, le gouvernement de Virginie, en fait, était disposé à le faire. Par exemple, mettre de côté le bébé et décider si le nouveau-né, en fait, pouvait être tué ou pas. Donc là, maintenant, on rend le pouvoir aux États fédérés et c'est vraiment excellent. Non, ça a été terrible ce qu'il a fait. La majorité des spécialistes en droit soutenaient Roe v. Wade. Et cette idée qu'ils étaient tous contre, elle est ridicule. Et si ce type nous dit que tous les États doivent décider, le fait est qu'au bout de 6 semaines, quand on ne sait pas si on est enceinte, en fait, on n'a pas le droit de consulter un médecin pour savoir si on a besoin d'aide. L'idée que les États vont décider, c'est comme dire que les droits civiques doivent être délégués aux États. Il y a tellement de jeunes femmes, dont une qui a été assassinée. Et cette idée qu'elle a été assassinée par un immigrant qui est venu, il parle de ça. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont violées par leur belle famille, par leurs frères, sœurs. C'est fou, c'est ridicule, et ces personnes ne peuvent rien faire. Et ils doivent traverser la frontière pour aller dans d'autres États. De nombreuses jeunes femmes ont perdu la vie, et notamment par les personnes qui immigrent clandestinement. La frontière est en fait un des endroits les plus dangereux du monde. Et en fait, il ouvre grand les frontières pour que tous ces violeurs, ces assassins viennent dans notre pays. C'est vraiment terrible, notamment pour nos jeunes femmes. Et maintenant, donc, on peut dire que la question de l'avortement est décidée par les États fédérés. Très souvent, en fait, c'est une politique assez libérale, et dans certains cas, ce n'est pas le cas. Mais en fait, on rend le pouvoir aux électeurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont les pères fondateurs se féliciteraient. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. Reagan voulait qu'on aille dans cette direction. Tout le monde le voulait. De nombreux présidents ont essayé de faire en sorte que ce soit les États fédérés. Et moi, j'ai réussi à le faire. En fait, c'est une manière de permettre aux électeurs de décider ce qu'ils voulaient. Et tous les juristes le voulaient. Nous restons sur le même sujet. Président Biden, 7 États. Nous restons sur le même sujet. Donc, 7 États n'ont pas de restrictions légales sur le moment auquel une femme peut obtenir un avortement. Est-ce que vous soutenez des limites légales au moment de l'avortement? Je soutiens Roe v. Wade, à savoir les 3 trimestres. D'abord entre la femme et son médecin, ensuite entre le médecin et une situation extrême, et ensuite entre la femme et l'État. L'idée que les pères fondateurs voulaient que les politiciens décident sur la santé des femmes, elle est ridicule. Aucun politicien ne devrait prendre cette décision. C'est à un médecin de prendre cette décision. Et c'était l'objectif de Roe v. Wade que je restaurerai. Cela veut dire en fait donc que la vie de l'embryon peut être prise et en fait jusqu'à la fin de la grossesse et même après la naissance, la vie du nouveau-né. Là, je pense à l'ex-gouverneur de Virginie. Donc, en fait, Maurivel, lui, est tout à fait disposé à ce que l'embryon soit tué, y compris jusqu'à 9 mois. En fait, personne ne le veut, ni les républicains, ni les démocrates. Tu mens, c'est faux. Roe v. Wade ne prévoit pas ça. Ce n'est pas la circonstance prévue que quand la vie de la mère est en danger, cela peut se faire. Mais nous ne sommes pas favorables à des avortements tardifs. Avec Roe v. Wade, en fait, on peut avoir cet avortement extrêmement tardif et on peut faire ce qu'on veut, en fait. Et nous pensons que c'est quelque chose de mauvais, c'est radical. Nous pensons ici que ce sont les démocrates qui sont les radicaux. Pendant 51 ans, c'était la loi. 51 ans qu'on est d'accord que c'était la bonne solution.
ont 51 ans et ça a été supprimé parce que ce gars a nommé des juges conservateurs. Et il en est fier. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si les républicains MAGA contrôlent le Congrès et qu'ils adoptent une interdiction fédérale de l'avortement à 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, un chiffre très conservateur? Est-ce qu'il va signer une telle loi? Moi, je m'y opposerais, lui, il la signerait. Que pensez-vous de cette grande différence entre Donald Trump et Kamala Harris ou Biden? Kamala Harris soutient que la femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais notre liberté n'a-t-elle pas de limite? Quel est le droit du bébé? Personnellement, je crois que Trump a raison lorsqu'il dit que l'avortement c'est un meurtre. Vous en pensez quoi? Outre ce point, les positions de Donald Trump et de Kamala Harris sur le plan de la politique étrangère et perspectives mondiales sont divergentes. Voici une analyse de ce que le monde peut attendre de Donald Trump et de Kamala Harris sous l'angle de leur politique étrangère. Donald Trump. Slogan, America First. Politique économique, protectionnisme assumé. Politique militaire, isolationnisme marqué. L'Amérique ne jouera pas les gendarmes ni les pompiers à l'échelle mondiale. Doctrine de dissuasion, Trump mise sur la puissance et la menace de l'emploi de la force pour assurer la stabilité mondiale. Il se positionne comme le président de la paix, en contraste avec Joe Biden, qui l'accuse de provoquer des guerres. Argument, Trump attribue les conflits actuels, comme en Afghanistan, au Proche-Orient, et en Ukraine, à la présidence de Biden, affirmant que ces crises n'auraient pas eu lieu sous son mandat. Kamala Harris. Expérience en politique étrangère, Harris a acquis une expérience significative aux côtés de Joe Biden, notamment lors des conférences de Munich sur la sécurité. Engagement, soutien ferme à l'Ukraine, alignement sur les positions de Biden vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Elle accuse la Russie de crimes contre l'humanité en Ukraine. Relations avec l'Europe et l'Asie, OTAN, Europe et Taïwan peuvent compter sur son soutien indéfectible. Potentiel recalibrage, Harris pourrait marquer une différence avec Biden sur certains dossiers sensibles, comme Gaza, cherchant à attirer une jeunesse déçue par Biden. Relations avec Israël, rencontre avec le Premier ministre israélien, mais absence notable lors de l'allocution de Benjamin Netanyahou au Congrès, signalant peut-être une prise de distance vis-à-vis d'Israël. En somme, la politique étrangère est un point de divergence significatif entre Donald Trump et Kamala Harris. Trump continue de prôner une approche isolationniste et de dissuasion par la force, tandis que Harris maintient un engagement international fort, aligné sur les positions de Biden, avec un possible ajustement pour séduire une nouvelle génération d'électeurs. Selon vous, qui d'entre les deux candidats sera le prochain président des États-Unis? Partagez vos avis en commentaire. À bientôt.